Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre intitulé Théorèmes généraux. C'est le quatrième chapitre dans le cadre de ce module de mécanique du solide P 145. Alors, les théorèmes généraux, c'est quoi? Ce sont des relations, des égalités vectorielles déduites du principe fondamental de la dynamique. Alors, les applications des théorèmes, des théorèmes généraux, c'est la dernière étape dans la résolution d'un problème de mécanique du solide. Alors, il existe deux types de problèmes de mécanique du solide. Le premier, connaissant les forces extérieures, les applications des théorèmes généraux donnent directement les équations différentielles du mouvement du solide. Le deuxième terme, parfois on a des forces extérieures qui sont des inconnus du problème, et donc les applications des théorèmes généraux donnent des équations différentielles contenant aussi bien les paramètres du solide que ses forces inconnues. Alors, pour appliquer le principe fondamental de la dynamique, il faut définir un nouveau torseur appelé torseur des actions mécaniques. Bien, alors, grand 1, d'abord, c'est quoi une action mécanique? Une action mécanique est généralement représentable par un système de force grand F P, virgule T. Alors, cette notation grand F P, virgule T est égale à grand F X, virgule Y, virgule Z, virgule T, tel que X, Y, Z sont les coordonnées du point P. Et P représente le point d'application de la force grand F. Donc c'est écrit ici, où P est le point d'application de grand F. Donc, une force en général, c'est une force de 4 variables, x, y, z, qui sont les coordonnées de P, et le paramètre T qui est le temps. Alors, une force, comme vous le savez, comme tout vecteur, donc c'est un être, comme on dit, c'est un être mathématique, c'est un vecteur. Donc, on peut appliquer tous les formalismes mathématiques concernant les vecteurs à la force F de Pt. Donc, il est caractérisé, cette action mécanique est caractérisée comme tout vecteur par une direction, un sens et un module, ce qu'on appelle l'intensité de la force en newton. Alors, les forces. Les forces exercées par un corps peuvent être. Il y a deux types de forces. Soit des forces concentrées, c'est-à-dire ponctuelles, par exemple les forces de contact. Donc, ce sont des forces concentrées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces forces ont des valeurs, ont des points précis. En dehors de ces points, la force est égale à 0. Donc, par exemple, comme je viens de dire, les forces de contact. Prenons un exemple simple, une sphère sur une table. L'intersection entre la sphère et la table est un point. L'intersection de la sphère et de la table est un point. Et donc, ce point intersection sphère-table, c'est le point d'application de la force exercée par la table sur la sphère, soit des forces réparties. Et dans ce cas, on parle, on parle
de densité de répartition des forces. Il y a trois types: linéaire, répartition surfacique ou volumique. Très bien. Alors, on parle de répartition de force parce que, sur un exemple, prenons un récipient contenant un fluide et plongeons une sphère dans ce fluide. La surface de contact entre le fluide et la sphère contient une infinité de points. Donc, c'est une surface, donc on ne peut pas comptabiliser toutes les forces exercées en tout point de la surface. Donc, on définit une répartition de force. Alors, dans le cas linéaire, prenons l'exemple suivant, c'est-à-dire un cylindre sur une table. L'intersection entre un cylindre de longueur grand L, l'intersection entre ce cylindre et la table est un segment de longueur grand L. Donc, le long de ce segment, la table exerce sur le cylindre une répartition suivant cette ligne, une répartition de force. Donc, c'est une répartition linéaire. De même, pour une répartition surfacique, prenons un disque et posons-le sur une table. L'intersection entre le disque et la table est une surface d'un disque aussi. Donc, la répartition des forces exercées par la table sur le disque se trouve répartie. Donc, les forces sont réparties sur cette surface intersection entre le disque et la table. Et finalement, pour une répartition volumique, prenons l'exemple d'une boule. Une boule, c'est une sphère pleine de points matériels. Et sur chaque point matériel, par exemple, il y a la force de la pesanteur, P. Donc, à l'intérieur de la boule, on a un champ de vecteurs P. Le poids, chaque poids matériel subit la force poids grand P est égal à M indice I, G avec M indice I, c'est la masse du point matériel. Donc, on a une répartition de force à l'intérieur de la boule. On dit qu'il y a une répartition volumique. Donc là, ce que je suis en train d'expliquer, donc là, vous avez reçu le fichier PDF sur la plateforme Moodle. Donc, alors, pour pouvoir suivre les explications dans cette vidéo, il faut que vous preniez votre fichier PDF que je vous ai envoyé sur la plateforme Moodle. Bien, alors, donc nous avons défini c'est quoi une action mécanique. Maintenant, on va s'intéresser au torseur d'action mécanique. Donc, un système S1, soit un système S1 exerçant une action mécanique sur un système S2. On caractérise cette action mécanique par une première étoile, grand R, S1, flèche S2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la résultante générale de l'action mécanique de système S1 sur le système S2. C'est-à-dire, c'est l'ensemble, c'est la somme vectorielle de toutes les forces exercées par le système S1 sur le système S2. Je répète, grand R, résultante générale de l'action mécanique de S1 sur S2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la somme
vectorielle, la somme vectorielle R, c'est la somme vectorielle de toutes les forces exercées par le système S1 sur le système S2. Donc ça, c'est une première étoile. Une deuxième étoile, grand M, S1 flèche S2, virgule A. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? M désigne le moment. Ce moment est calculé en un point grand A. Et donc, grand M, c'est ce qu'on appelle le moment résultant au point A. Grand M, c'est le moment résultant au point A de l'action mécanique S1 sur S2. Attention, c'est le moment résultant. Ce n'est pas le moment de la résultante, c'est le moment résultant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si S1 exerce un ensemble de forces sur S2, il faut calculer le moment de chacune de forces séparément au point A et après faire la somme de tous les moments. Donc, ces moments résultant au point A de l'action mécanique de S1 sur S2. Bon, alors, deux cas peuvent se présenter. Un cas discret, c'est-à-dire on a une répartition dans l'espace de la force exercée par S1 sur S2. Dans ce cas, la résultante grand R S1 sur S2 s'écrit sigma sur I de I est égal à N de F indice I P indice I. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le système S1 exerce sur le système S2 une répartition discrète de force aux différents points PI. PI, c'est le point d'application de la force F indice I. Bon, alors prenons un exemple, une table sur laquelle, voilà, S1 c'est la table, S2, prenons 3 points matériels et posons-les, ces 3 points matériels, sur la table S1. S1 va exercer sur le premier point une force F1, la table va exercer sur le premier point matériel une force F1. La table va exercer sur le deuxième point une force F2 et sur le troisième point une force F3. Donc, R, la résultante générale des forces ou des actions mécaniques exercées par la table sur les 3 points, c'est F1 plus F2 plus F3. Et P1, P2, P3, c'est les points d'application. P1, c'est le point d'application de la force F1. P2, c'est le point d'application de la force F2. Et P3, c'est le point d'application de la force F3. Alors, le moment, ça se calcule en un point. C'est un champ antisymétrique. On va donner tout à l'heure la relation de l'antisymétrie vérifiée par le champ des moments des forces. Donc, le moment, prenons donc toujours, on a une table, on a 3 points matériels. Et les trois points matériels, la table exerce sur les 3 points matériels séparément F1, F2, F3. Et donc, le moment, c'est le moment de F1 au point O, plus le moment de F2 calculé au point A, pardon, c'est au point A, je répète, le moment résultant au point A, c'est le moment de F1 calculé au point A, plus le moment F2, c'est-à-dire la force F2 exercée sur le deuxième point matériel au point A, plus le moment de F3. F3, c'est la force exercée sur le troisième point matériel par la table et ce moment est calculé au point A. Et donc, le moment, c'est quoi? C'est la somme des A
vecteur API, produit vectoriel FI, PI. A, c'est le point de calcul du moment. PI, c'est le point d'application des forces. F indice I. Donc ça, c'est le cas discret. Mais le cas qui nous intéresse ici, essentiellement, c'est le cas continu. Donc là, prenons un solide S, ici S2, un solide S2, le solide S2, le solide S2, et prenons une petite partie, un petit domaine tout petit de S2, noté ds2, autour d'un point P. Par exemple, une petite boule centrée en P ou un petit cube centré en P. Qu'est-ce qu'on a dit sur un solide? On définit une certaine densité de force. Et donc, la force exercée sur D2S2 est notée D2F indice P. Ça, c'est la force. C'est l'élément de force, c'est-à-dire D2F indice P. C'est la force exercée sur cette partie de S2, c'est-à-dire DS2. C'est-à-dire sur DS2 est exercée une certaine force. Une certaine force D de F indice P. Donc, autour de P, nous avons un élément de solide S2. Donc, un élément de S2, c'est une petite partie de S2 du solide, l'ensemble du solide, et D de F indice P, c'est la force exercée sur DS2. Donc, pour calculer la résultante générale de la force exercée par S1 sur S2, par S1 sur S2, il suffit d'intégrer dans le domaine occupé par le solide S2. C'est-à-dire, c'est la somme de toutes les df indices P. Donc, P appartient à S2, c'est la même chose que S2. Donc, intégrale sur domaine occupé par S2, soit on note P appartient à S2, ou bien on note intégrale sur S2. Donc, nous, jusqu'à maintenant, on a toujours dit intégrale dans le domaine occupé par le solide. Mais dans la littérature, on trouve cette notation. Donc, ici, seulement pour vous dire que cette notation c'est la même. Donc, pour calculer la résultante R, exercée par S1 sur S2, on intègre dans le domaine occupé par le solide de D de F indice P. Donc, intégrale sur S2, D de F indice P, S1, S2. Le moment résultant, là, on est en train de reprendre, regardez, ici, ce qu'on a écrit pour le cas discret, on est en train de le reprendre en remplaçant des sommations discrètes par des intégrales. Donc, M, le moment résultant des actions mécaniques exercées par S1 sur S2, moment au point A. C'est intégrale de P appartient à S2 à P, produit vectoriel D de FP S1 sur S2. A, c'est le point, donc est égal aussi à intégrale sur S2 de AP, produit vectoriel D de F indice P S1 sur S2. Le point A, c'est le point de calcul des moments. P ici, c'est le point d'application de D de F indice P. Comme ici. Regardez. Nous avons D de FP et nous avons ce petit domaine, ce petit volume, par exemple D de V de masse D de N de S2, il est centré en P. Donc D de FP, c'est pour point d'application de point P. Donc, dans cette relation se forme intégrale.
le moment résultant des actions mécaniques exercées par S1 sur S2 au point A, c'est intégral dans le domaine, intégral dans tout le domaine du solide S2 de AP vectoriel de FP S1 sur S2. Je répète, A, c'est le point d'application, c'est le point de calcul, P, c'est le point d'application de D de FP. Donc, je rappelle, il faut mettre devant vous le fichier PDF que je vous ai envoyé sur la plateforme Moodle pour pouvoir suivre. Alors, le champ des actions mécaniques est un champ antisymétrique. C'est un champ antisymétrique. La relation de l'antisymétrie, c'est moment S1 sur S2 point A est égal à moment S1 sur S2 point B plus AB produit vectoriel S1 sur S2. Je rappelle que si vous avez une force grand F de point d'application B, de point d'application B, le moment de cette force de point d'application B, le moment de cette force grand F de point d'application B, calculé en un point A, c'est le produit vectoriel, AB, c'est AB, produit vectoriel F, comme ici. Comme ici, regardez, si nous avons une force indice I est égal à 1, nous avons 1 ici, 1 ici, 1 ici. Donc, le point d'application de F, c'est P, le point de calcul, c'est A, et donc le moment de cette force F indice 1, le point d'application P1, c'est A, P1, produit vectoriel, F indice 1, P1, P1, c'est le point d'application de F1. Voilà. Donc, nous avons dit ici que le champ mécanique est, donc le champ des actions mécaniques vérifie la relation de l'antisymétrie. Donc, cette relation, sur un exemple, il suffit de prendre une force F, point d'application, par exemple C, point d'application C, et en utilisant la relation de Schall, on peut vérifier sur un exemple simple, une force grand F de point d'application C, et en prenant deux points D et E, et on peut trouver la relation entre le moment en D et en moment en E. Donc une force grand F de point d'application C et deux points D et E, on peut trouver la relation facile en utilisant la relation de Schall. On vérifie aisément la relation de l'antisymétrie. Donc, le champ des actions mécaniques est représenté par un torseur appelé torseur d'action mécanique. Donc, dans le premier chapitre sur les torseurs, on a dit qu'un torseur, on l'écrit en un point. En un point ici, le point A, mais c'est le choix du point, le point de calcul dépend des conditions du problème mécanique. Donc, torseur des actions mécaniques S1, système S1 sur S2 est défini par le couple. Alors, grand R, c'est la résultante générale, c'est-à-dire l'ensemble et la somme vectorielle de toutes les forces exercées par S1 sur S2. Et le moment résultant, c'est-à-dire la somme des moments des forces exercées par S1 sur S2 au point A. Au point A. Le point A, ici, ça pourrait être dans un problème de mécanique du solide, l'origine d'un repère ou un point quelconque dans le problème. Donc le choix du point de calcul du moment dépend du problème posé. R, la résultante, ne dépend pas du point A. C'est le champ antisymétrique moment qui dépend du point A. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini un torseur, appelé torseur d'action mécanique. Dans le chapitre numéro 3 sur la cinétique, nous avons défini un torseur appelé torseur dynamique.
Et le principe fondamental, c'est quoi? C'est l'égalité entre torseurs dynamiques et torseurs des actions mécaniques. Donc, grand 2, principe fondamental de la dynamique. Ok. Alors, le principe, vous l'avez rencontré dans le cadre d'un cours de mécanique du point matériel. C'est toujours la même chose. Ici, on va le donner sous forme égalité entre deux torseurs. Mais sinon, l'énoncé que vous pouvez trouver un peu partout. Donc, grand 2, 1, énoncé du principe fondamental de la dynamique. Donc, il existe un repère d'espace et une mesure de temps constituant un référentiel galiléen R indice G. Donc on a un repère et une chronologie, une mesure de temps. Ces deux constituent ce qu'on appelle un repère galiléen R indice G dans lequel, dans lequel le mouvement de tout système S, alors là, tout système S, pas uniquement un solide, mais un ensemble de solides, un point matériel, un ensemble de points matériels, un mélange, système de points matériels, système de solides. Donc un système d'une manière générale. Ce mouvement s'effectue qu'à chaque instant, le torseur des actions mécaniques extérieures AS soit égal au torseur dynamique de S par rapport à RG. Voilà, regardez ici, c'est une égalité entre deux torseurs. Le torseur dynamique que nous avons défini dans le chapitre de cinétique. Donc, nous avons, prenons le cas d'un solide. Un solide en mouvement par rapport à un repère galiléen RG. On définit son torseur dynamique. On définit le torseur des forces extérieures appliquées sur le solide. L'égalité entre ces deux torseurs, c'est la définition, c'est l'énoncé du principe fondamental de la dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le chapitre numéro 1 sur les torseurs? Qu'on a un torseur T, indice 1, de vecteur F, indice 1, et champ antisymétrique grand A, indice 1, ça c'est les notations du chapitre sur les torseurs, grand A, indice 1, on a un point, et on a un deuxième torseur, T, indice 2, de vecteur F, indice 2, et de champ antisymétrique grand A, indice 2. Égalité entre ces deux torseurs, c'est F1 est égal à F2, et grand A, indice 1, est égal à grand A, indice 2, au même point. Donc, cette égalité entre deux torseurs entraîne deux égalités vectorielles. Deux égalités vectorielles. Vecteur F1 est égal à vecteur F2, et le champ antisymétrique, on a un point, par exemple, O est égal à indice 1 est égal à A indice 2 au point O. Donc, deux égalités vectorielles. Dans le cas ici, principe fondamental de la dynamique, ces deux égalités vectorielles donnent ce qu'on appelle des théorèmes généraux qu'on va définir dans la suite. Alors, deux mots sur le principe fondamental de la dynamique dans un repère galiléen, non galiléen, c'est-à-dire le repère relatif, c'est-à-dire le repère mobile. Donc, cas général, prenons le cas général, nous avons un repère fixe, galiléen, supposé galiléen, un repère au mouvement par rapport à ce repère galiléen, et nous avons par exemple un solide, le système, c'est le solide en mouvement, à la fois par rapport au repère fixe galiléen et par rapport au repère mobile, par exemple grand R. Ok, donc ça c'est le problème général. Donc sur le solide est exercé un certain nombre de forces réelles qu'on appelle réelles.
Donc, c'est le torseur des forces extérieures. Ok. Par exemple, le poids, par exemple, les forces de contact. Donc, tout ça, ce sont des forces réelles. Donc, ça, quand on applique le principe fondamental dans un repère, dans un référentiel galiléen, on fait intervenir ces forces. Mais dans le repère non galiléen, en plus de ces forces, il faut rajouter les forces d'inertie d'entraînement et les forces d'inertie de Coriolis. Et se forme de égalité entre torseurs, le torseur dynamique par rapport au repère relatif, c'est-à-dire mobile, RS, en mouvement par rapport au repère mobile, est égal torseur dynamique par rapport au repère galiléen, c'est ce que nous avons écrit ici, dans le principe fondamental de la dynamique, dans un repère galiléen, plus T indice E de S, virgule R par rapport à RZ, c'est-à-dire le torseur des forces d'entraînement dans le mouvement, en fait, de S, dans le mouvement R par rapport à RG. C'est-à-dire, nous avons ici S est en mouvement par rapport à R et en même temps en mouvement par rapport à RG. S en mouvement par rapport à R, S en mouvement par rapport à RG. Et nous avons aussi R est en mouvement par rapport à RG. Plus torseur des forces de Coriolis. Donc, torseur des forces de... Pardon, excusez-moi. Donc là, vous avez le fichier PDF, donc pas de problème. Torseur des forces de Coriolis, c'est-à-dire la même chose ici. Nous avons S est en mouvement par rapport à R et S en mouvement par rapport à RG et aussi R est en mouvement par rapport à RG. Voilà. Donc ça c'est cette égalité. Donc torseur dans le repère mobile est égal à la somme de trois torseurs dynamiques dans le référentiel galiléen, plus torseur des forces d'entraînement, plus torseur des forces de Coriolis. Bien, alors maintenant, on passe théorème généraux. Qu'est-ce qu'on a dit? Théorème des généraux, c'est équivaut à ça. Théorème. Donc, si on explicite cette égalité, on va déduire les théorèmes généraux. Donc, le premier, donc ce qu'on appelle théorème de la quantité de mouvement, on l'appelle aussi théorème de la résultante cinétique, donc on l'a dit dans le chapitre de cinétique, quantité de mouvement, c'est aussi résultante cinétique. Alors, la première relation, c'est grand R est égal à M gamma de G par rapport à R, de G par rapport à G. Donc, prenons un